Merci François et merci pour l'invitation également. Donc, en effet, il existe un petit pays là au nord de la France qui s'appelle la Belgique. D'accord. La côte belge est relativement courte. Elle fait que 67 km de long, comparé aux 5000 km de la France métropolitaine que Willy vous a certainement présenté ce matin. En fait, moi, j'interviens sur la côte belge, en partie également sur les côtes du sud des Pays-Bas, et les animaux qui s'échouent dans le nord de la France sont également envoyés au laboratoire de l'Université de Liège. Alors, je vais vous faire une synthèse un peu des connaissances du morbillivirus, enfin des morbillivirus. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais de temps en temps, j'utiliserai un vocabulaire qui est vraiment fort vétérinaire. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser après. J'y répondrai dans la mesure de ce que je peux vous dire. Alors, en effet, le morbillivirus est les morbillivirus sont relativement connus dans le domaine de la médecine parce que c'est un morbillivirus qui est responsable de la rougeole et ce sont d'autres morbillivirus qui sont responsables, par exemple, de la maladie de Carré. La maladie de Carré. Si vous avez un chien, vous avez certainement déjà dû le vacciner contre la maladie de Carré. Il est responsable également de la peste des petits ruminants et de la peste bovine. Mais ce virus était entièrement inconnu chez les mammifères marins jusqu'en 1988. Et en 1988, celle-ci, je sais que 87, c'est juste avant, je sais bien, mais on l'a détecté après en fait. En 88, en mer du Nord, en mer d'Irlande et également en Baltique, on a eu soudainement, au mois de mai 88, des mortalités très importantes de phoques communs. Des phoques communs qui mouraient à la pelle. En quelques mois, 18 000 phoques sont morts sur une population estimée à 25 000. 14 ans plus tard, exactement, là, on a même cru qu'on avait atteint le seuil d'extinction, parce que les recensements de population en 2002 étaient toujours les mêmes qu'en 88. On pensait que la population était restée aux alentours de 25 000. On s'est rendu compte, en fait, que la population avait doublé durant cette période-là, que la première épidémie avait certainement eu un effet booster sur les phoques communs. Durant la même période, quelques phoques gris sont morts. C'est un élément sur lequel je vais insister après. Il y a de très grandes différences de sensibilité entre les espèces. On a également des phoques de la mer Caspienne qui sont morts. Et puis je reviens à ceux-ci parce que, en fait, c'est a posteriori qu'on a pu identifier le morbillivirus dans les échantillons. Mais il n'y a pas que les phoques. Il y a également les dauphins. En Méditerranée, la première épidémie, et je crois que François a publié un article à ce moment-là sur les dauphins. Oui. Plusieurs milliers de dauphins sont morts. On a une très faible estimation de la mortalité. Pourquoi? Parce que le phoque, il a un comportement terrestre, et quand il est malade, il va venir sur la plage. Les dauphins n'ont pas du tout de comportement terrestre, donc ils meurent en mer. Le globucéphale également en Méditerranée peut être atteint par la morbillivirose. Alors le chiffre ici, il est relativement précis parce que ce sont les seuls animaux qui ont été investigués. De l'autre côté de l'Atlantique, on a la population de grands dauphins qui est relativement sensible et on a régulièrement des épidémies dans ces grands dauphins. Grand dauphin, donc c'est le dauphin qu'on voit souvent dans les delphinariums. Il y a d'autres espèces qui peuvent être infectées, mais là, ce sont plutôt des cas sporadiques. Alors, comme je viens de le dire, c'était un virus qui était tout à fait inconnu chez les mammifères marins. Et a posteriori, on s'est posé la question de savoir si ce virus pouvait être impliqué dans des phénomènes de mortalité qui n'avaient pas pu être identifiés. Il faut savoir que, historiquement, on avait des théories parfois assez loufoques sur les mortalités et les échouages de dauphins. Il y avait du style le suicide collectif, ça c'est arrivé. On a aussi des gens qui prônaient une théorie comme quoi les dauphins revenaient sur des routes terrestres, puisqu'avant, c'était des mammifères terrestres. Non, mais maintenant, on se rend compte que le morbillivirus
il a été responsable de très nombreuses mortalités qui n'avaient pas été identifiées, mais grâce aux collections de tissus et grâce à certaines techniques de pointe comme ce qu'on appelle la RT-PCR, on a pu identifier le virus dans les tissus. Il a été également suspecté dans des épidémies de phoques crabiers en Antarctique. Il faut savoir qu'en Antarctique, en 1957, juste avant 1957, il y a une expédition polaire et il y a certains chiens qui se sont échappés. Ces chiens n'étaient pas vaccinés, ils étaient porteurs du virus de la maladie de Carrier et on pense que c'est eux qui ont été responsables de l'épidémie qui a eu en 1957. On a aussi suspecté le morbillivirus dans les mortalités de phoques moines, donc espèce extrêmement emblématique et qui est au seuil de l'extinction. Alors, ça peut provoquer des mortalités élevées, mais avec des variations très importantes d'une espèce à l'autre, je l'ai déjà dit. Et ce qui se passe, c'est que le phoque commun en Europe est particulièrement sensible parce qu'il n'arrive pas à entretenir une immunité de population. Donc, avec le temps, son immunité va diminuer et il va être réexposé au virus et une épidémie va se déclarer. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est différent parce que les phoques communs du côté ouest de l'Atlantique sont en contact fréquent et là, la situation est plutôt une endémie qu'une épidémie. Alors, passons rapidement sur ce qu'est un morbillivirus. Le morbillivirus, comme j'ai dit, c'est un virus qui est relativement connu en médecine vétérinaire puisqu'il est responsable de la maladie de Carrier, de la peste bovine, de la peste de petits ruminants. Les pinnipèdes sont sensibles au canine distemper virus, donc le variant propre aux chiens, mais également à un autre variant qu'on appelle le Fossine distemper virus. Les cétacés, eux, sont sensibles à ce qu'on appelle le cetacean morbillivirus, dans lequel il y a trois principaux, le dolphin morbillivirus, très fréquent, et puis il y en a encore deux autres. Et récemment, mais là ce sont des cas individuels, on a identifié des morbillivirus très caractéristiques chez une baleine à bec de Longman, également le dauphin de Guyane et le grand dauphin de l'océan Indien. Il faut savoir que certaines espèces, comme le globicéphale en Méditerranée, le dauphin obscur et le dauphin de Fraser, ont il y a beaucoup d'animaux qui sont positifs dans la population sans qu'il y ait de mortalité. Et donc, ce sont des individus qui servent certainement de réservoir et de vecteurs. Dans le mauvais sens, voilà. Alors, un peu de virologie. Les morbillivirus, ce sont des virus à ARN qui sont relativement de très petite taille. On est sur des particules qui font de 100 à 300 nanomètres. C'est vraiment très petit. La chose que je vous demande de retenir dans cette dia, c'est que ces morbillivirus vont être responsables de formation de syncytia. Les syncytia, en fait, ce sont des cellules géantes. Ce sont des cellules qui vont fusionner les unes aux autres. Et je vous le montrerai après ce que ça donne. Parce que c'est un élément clé dans le diagnostic de la maladie quand on fait une autopsie et puis un examen histologique. Alors, je suis vétérinaire, donc je vais vous montrer quand même quelques lésions. J'espère ne pas choquer trop de monde après le déjeuner qu'on vient d'avoir. Et mon job consiste à déterminer les causes de mortalité. Et qu'est-ce qu'on voit comme cause de mortalité, comme lésion principale chez les animaux qui meurent? On va trouver essentiellement de la bronchopneumonie, c'est-à-dire que le virus va être responsable de lésions importantes au niveau du poumon, avec de la congestion et de l'édème pulmonaire, et surtout de l'emphysème. L'emphysème, c'est caractéristique également des maladies virales. C'est la formation de grandes bulles de gaz dans le poumon. On a d'autres choses qui sont plus anecdotiques. Chez les cétacés, de nouveau, une localisation préférentielle au niveau du poumon, et également cet emphysème qui peut être très important. C'est parfois tellement important, cet emphysème, que ce soit chez les phoques et chez les dauphins, que, en fait, comme je l'ai dit, l'emphysème, c'est la formation de grandes bulles de gaz, d'air en général, dans la cavité thoracique. Par continuité de tissu, ces bulles de gaz vont aller parfois même dans le tissu sous-cutané. Et la chose qu'on a souvent remarquée sur les animaux vivants, c'est qu'ils n'arrivaient plus à plonger, tout simplement parce qu'ils avaient trop d'air qui était pris dans leur tissu sous-cutané. Ça, c'est une caractéristique qu'on a souvent rapportée sur les animaux en mer.
Alors ici, vous avez un phoque commun qui s'est échoué à la côte belge en 98. En Belgique, je devrais dire 98, mais je réfléchis. En 98. Donc on a eu une petite épidémie qui a tué une vingtaine de phoques cette année-là. Ce phoque-là, il a 2 mois. À la naissance, les phoques communs pèsent plus ou moins 8 kilos. Lui, il a 2 mois, il pèse le même poids qu'à la naissance. Il devrait peser 20 kilos, il pèse 8 kilos. Donc il est extrêmement maigre. C'est ce qu'on appelle l'émaciation sévère. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on est au niveau d'un poumon, d'accord? Et vous avez ces travées blanchâtres. En fait, ça, ce sont le tissu interstitiel du poumon qui est complètement déchiqueté par ces bulles d'air, de gaz, qu'on appelle l'emphysème. Et ici, on est de nouveau au niveau d'un poumon. Vous avez un poumon qui est d'une couleur assez hétérogène, rouge foncé, rouge clair. Vous avez un contenu mousseux, purulent, avec un peu de sang. C'est ce qu'on appelle la bronchopneumonie aiguë. Je crois que ce sont les seules images un peu choc. Ça va? On peut continuer à digérer. L'autopsie, souvent, permet de nous donner des indices. Mais ce n'est qu'au niveau du travail du microscope qu'on va pouvoir... Déjà, 5 minutes? Ouais, je dois avancer. Je vais juste aller très très vite là-dedans. Juste vous dire que les choses les plus importantes à retenir, c'est qu'au microscope, on va voir des phénomènes d'encéphalite aiguë, c'est-à-dire que le virus va se localiser au niveau de l'encéphale, et c'est ça qui va expliquer certains troubles du comportement de l'individu, et une déplétion lymphoïde, et c'est ça qui va tuer l'animal en fait. Là, je vais passer. Donc, je reviens au microscope. Retenez ceci, ça c'est au niveau de l'encéphale. Vous avez ces manchons cellulaires autour des vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite périvasculaire. Et ici, vous avez ces fameuses cellules géantes dont je vous ai parlé tantôt. C'est ce qu'on appelle les syncytiales, et c'est ça qu'on va rechercher pour faire le diagnostic. Alors, on peut mettre en évidence le virus par des méthodes de coloration, et on utilise une méthode spéciale qui va colorer le virus en rouge. Et donc ici, on est dans un ganglion de phoque, et ce lymphocyte-là, il est entouré d'une couronne rouge, il est typiquement infecté par du morbillivirus. Même chose ici, on est dans les nouvelles cellules syncytiales, et tout l'intérieur du cytoplasme, ce sont des particules virales qui sont présentes. Ça, je vais pas m'attarder. Juste une chose importante, c'est que la transmission du virus se fait principalement par les aérosols. Le virus va se disséminer partout dans l'organisme, et puis va revenir au niveau des cellules épithéliales et va provoquer comme ça un cycle. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission horizontale. Il y a aussi ce qu'on appelle la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère vers le jeune. Alors, cette transmission, elle est connue pour pas mal de maladies, mais elle est tout à fait non décrite pour les phoques. Par contre, chez les cétacés, on pense qu'il pourrait avoir une transmission in utero chez certains dauphins. Ça, je vais avancer un tout petit peu. Je pourrais vous expliquer ça plus tard, mais je vais m'attarder à ceci parce que c'est ça qui est très important. Je vous ai dit que le virus, en fait, il va se protéger en bloquant les réactions immunitaires de l'animal. Et pour ce faire, il va synthétiser certaines protéines qui vont bloquer les interférons. Les interférons, ce sont des protéines antivirales. Ils vont en plus arrêter la multiplication des lymphocytes et ils vont tuer les cellules infectées. Tout ça font que vous allez avoir une très forte immunosuppression. Et c'est cette immunosuppression qui va tuer l'animal. Alors chez le phoque, ça se caractérise par des septicémies, des phénomènes d'aspergillose, et on a voulu démontrer que c'était bien cette déplétion lymphoïde qui était responsable de la mort des animaux. Et pour ça, il y a très longtemps, sur des modèles chiens qui étudiaient la maladie de Carré, on a pris 2 groupes de chiens. On a pris des chiens qui étaient, on va dire, des chiens normaux, qu'on a infectés avec du virus de Carré, et on a vu que très rapidement, ces animaux développaient une maladie de Carré et mouraient de complications secondaires. Et on a fait la même expérience, mais en prenant des chiens germ-free, donc qui vivent dans un environnement entièrement contrôlé, et là, on a vu qu'il n'y avait rien du tout.
Donc les animaux survivaient complètement. J'ai presque terminé. Promis. Il y a des facteurs épidémiologiques très importants. Je vous ai dit, et je ne vais pas y revenir, mais que... Parce que chez moi j'ai un autre pointeur, c'est juste l'inverse, c'est pour ça que je me trompe. Il faut que les populations soient naïves, comme les phoques communs en mer du Nord. Il faut aussi tenir compte que certaines espèces ont des comportements terrestres très importants, comme les phoques. Si on compare avec les marsouins qui sont tout le temps en mer, ben, il y a beaucoup moins de chances de transmission de la maladie. Il y a des espèces qui peuvent être réservoirs, comme les phoques du Groenland, les phoques gris, globicéphales, péponocéphales dont je vous ai parlé. On a aussi imaginé que certains nématodes pouvaient véritablement être des vecteurs de la maladie entre cétacés. Et puis, il y a eu aussi un rôle de la pollution. Pourquoi? Parce que la pollution par les polluants organiques persistants est connue pour provoquer des phénomènes d'immunosuppression. Et c'est vrai qu'on a pensé que ces polluants pouvaient intervenir dans l'émergence de ces épidémies, parce que en 88, on a trouvé des animaux, des phoques immunodéprimés, mais avec des concentrations très élevées en polluants. Et donc l'hypothèse, c'était que la pollution de l'environnement favorisait la maladie. Néanmoins, les épidémies de rougeole et de peste bovine sont connues depuis la nuit des temps. Donc ça n'allait pas très, c'était pas très clair ce qui pouvait se passer. Et alors, au début des années 90, il y a une expérience qui a été faite aux Pays-Bas, où ils ont pris deux groupes de phoques. Un groupe de phoques nourris avec des poissons de la mer du Nord, donc relativement pollués, et un autre groupe de phoques nourris avec des poissons qui venaient des eaux polaires, donc relativement non pollués. Et pendant 18 mois, ils ont régulièrement fait des prises de sang sur ces animaux. Et on a vu in vitro, bien sûr, que ce premier groupe de phoques-là présentait des légères altérations immunitaires par rapport aux autres phoques qui avaient une immunité fatalement normale. Mais ça, on est in vitro. Et donc, après, ils ont voulu faire une expérience in vivo. Ils ont exposé les deux groupes de phoques à un germe peu pathogène, parce que le but n'était pas de tuer fatalement les phoques. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune différence de sensibilité. Donc, vraisemblablement que la pollution est un des éléments qui intervient avec beaucoup d'autres dans la sensibilité à la maladie. C'est pour ça qu'actuellement, pour ces problématiques d'environnement, de mortalité de mammifères marins ou d'autres mortalités d'animaux sauvages, il faut vraiment avoir une approche holistique. On dirait maintenant One Health, qui va associer aussi bien des biologistes, des toxicologues, des vétérinaires, des pathologistes, des fonctionnaires, des gens d'administration. Il faut tout ça. Je terminerai avec cette dia que j'appelle David contre Goliath. En fait, ça c'est un rorqual que j'ai eu l'occasion d'autopsier il y a quasiment 20 ans, jour pour jour, parce que c'est un rorqual qui s'est échoué le 1er novembre 1997. Alors, on peut en parler après, mais quand c'est un grand cétacé, ça se passe toujours un samedi, un dimanche, un jour de Noël, la veille d'un départ pour une conférence. Le 1er novembre 1997, c'était un samedi. C'était un 1er novembre, et c'est la veille de mon premier départ pour une conférence aux États-Unis. On me téléphone le samedi matin, il n'y avait pas encore de GSM à l'époque, et on me dit, il y a un rorqual. Et en fait, ce rorqual était extrêmement émacié, et en faisant les examens complémentaires, on a retrouvé M. morbillivirus dans différents tissus. On l'a sorti par immunohistochimie, on l'a sorti par RT-PCR. Depuis lors, d'autres cas ont été décrits en mer du Nord et également en Méditerranée chez vous. Donc, en conclusion, le morbillivirus, c'est la première cause d'épidémies sévères pour certaines espèces de mammifères marins et certaines populations. Il peut représenter un risque d'extinction pour certaines espèces comme le phoque moine. Ça représente un risque supplémentaire pour d'autres espèces, et je pense en particulier au rorqual commun ou la Commission baleinière internationale, qu'on appelle aussi la Walling Commission,
prend des mesures de conservation vis-à-vis de ces espèces, mais c'est une menace en plus. Donc, il faut en tenir compte, comme on tient compte, par exemple, des collisions avec les bateaux. Il faut vraiment retenir que pour aborder ces thématiques-là, il faut vraiment avoir un esprit très ouvert avec une approche multidisciplinaire. Il faut absolument pérenniser les réseaux d'épidémiosurveillance, qu'ils soient des mammifères terrestres et des mammifères marins. Il faut savoir que le réseau tel que je vous l'ai présenté, en Europe occidentale, il y en a 5. D'accord? Et c'est quand même un peu pitoyable vu le nombre d'animaux qui s'échouent chaque année sur les côtes. Et chaque année, on découvre des nouveaux cas de morbillivirose. Récemment, dans des cachalots en Méditerranée, ainsi que cette année-ci, un cas a été décrit sur une baleine à bec de Cuvier. Et donc, comme je vous l'ai dit, on pense que la prochaine épidémie aura lieu très prochainement parce que l'intervalle entre les épidémies a été modélisé et on pense qu'il est de plus ou moins 14 ans. La dernière épidémie ayant eu lieu en 2002, on est juste maintenant dans la bonne période pour avoir une nouvelle épidémie, en tout cas chez les phoques communs de mer du Nord. Alors, je voudrais vite remercier mes collègues du réseau national d'échouage et tous les volontaires qui travaillent sur le terrain, et également toutes les personnes qui m'ont invité à venir ici. Je vous signale que mi-novembre, à l'Université de Liège, l'European Wildlife Disease Society va organiser un symposium un peu comme celui-ci, et il y aura un chapitre entièrement consacré aux mammifères marins. Il y a Jacques Godefroy qui sera présent, d'autres personnes, et c'est organisé par les étudiants, pour les étudiants. Donc, si vous voulez venir, prenez contact avec les gens qui se trouvent ici. Enfin, allez consulter ce site-là. Je vous remercie.